Bonjour. Alors, ce cours porte sur les équations de Maxwell, le champ électromagnétique et les potentiels retardés associés à ces champs. Le but est d'identifier les outils mathématiques comme ceux de l'analyse vectorielle qui seront utilisés pour l'étude des antennes. Auparavant, quelques antennes sont présentées brièvement comme les fils rayonnants, les surfaces rayonnantes et les antennes imprimées. De façon générale, une antenne a le rôle d'un transformateur d'énergie réciproque. À l'émission, les charges et les courants véhiculent le signal à transmettre, produisent la puissance d'émission que l'antenne convertit en ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace libre. À la réception, les ondes captées par l'antenne sont transformées en FM puis en puissance reçue et utilisées pour restituer le signal qu'on voulait transmettre. En résumé, l'étude des antennes comporte quatre principales étapes. Alors, l'expression des lois de l'électrodynamique avec les opérateurs de l'analyse vectorielle afin d'établir les équations de Maxwell. La représentation d'une antenne en coordonnées cartésiennes, en coordonnées sphériques ou autres, selon l'application que l'on voudrait développer. L'évaluation du champ émis et de la FM reçue, la définition des caractéristiques de rayonnement et d'adaptation d'une antenne. Les équations de Maxwell sont au nombre de 4. La première équation de Maxwell résulte de l'égalité de la FM obtenue avec le champ électrique et celle issue du champ magnétique, conformément aux lois de Faraday et de Maxwell. La deuxième équation a été établie à partir de la loi d'Ampère stipulant que la circulation du champ magnétique sur un contour fermé est égale au courant et de la loi de conservation des charges exprimée par l'équation de continuité. La troisième équation de Maxwell a été établie à partir de la loi de Maxwell sur la conservation du flux d'induction magnétique à travers une surface fermée. La quatrième équation est l'équation de Poisson établie à partir du théorème de Gauss. Dans le vide, il n'y a ni charge ni courant. La constante diélectrique du vide vaut 1 sur 36 pi 10 puissance moins 9 farad par mètre et la perméabilité magnétique 4 pi 10 moins 7 henry par mètre, conformément au système d'unité internationale. En appliquant les opérateurs de l'analyse vectorielle aux équations de Maxwell dans le vide et en procédant par substitution, on trouve que le champ électrique et le champ magnétique sont des solutions de l'équation d'onde. Par conséquent, ces deux champs se propagent simultanément dans le vide comme des ondes à la vitesse de la lumière. En considérant la troisième équation de Maxwell, on en déduit que le champ d'induction magnétique B dérive d'un potentiel vecteur grand A. En combinant la première et la quatrième équation de Maxwell avec B égale rotationnel de A, on obtient que le champ électrique dérive aussi d'un potentiel scalaire phi et que son expression est E égale moins dA sur dt moins gradient phi. En introduisant le potentiel vecteur et le potentiel scalaire dans la deuxième équation de Maxwell, puis en appliquant la condition de Lorentz, divergence A plus 1 sur C2 dφ sur dt égale 0, on trouve que A est une solution de l'équation d'onde. De même, en considérant la quatrième équation de Maxwell et les expressions des champs en fonction du potentiel vecteur et du potentiel scalaire, on trouve que le potentiel scalaire est aussi une solution de l'équation d'onde. Comme pour les champs, les potentiels A et phi se propagent donc
comme des ondes dans le vide à la vitesse de la lumière. Considérons maintenant un milieu conducteur de volume V entouré du vide, comme ce serait le cas d'une antenne. Ce milieu est limité par la surface S dont la normale M est orientée vers l'extérieur. Il contient des charges électriques de densité volumique ρ, et formant un courant électrique de densité superficielle J. Le point M où apparaissent ces charges et ces courants est repéré par le vecteur R0, et le point P d'observation P où arrivent les ondes issues des points M du volume V est repéré par le vecteur petit r. Compte tenu des expressions de champ en fonction de leur potentiel, de la deuxième équation de Maxwell et de la condition de Lorentz, on trouve que le potentiel vecteur est une solution de l'équation d'onde avec un second membre qui vaut moins mu0 sur J. De même, à partir de la quatrième équation de Maxwell, on constate que le potentiel scalaire est une solution de l'équation d'onde avec un second membre qui vaut moins ρ sur epsilon, 0. L'équation d'onde sans second membre est généralement résolue par la méthode de séparation des variables, en supposant que l'onde électromagnétique est le produit de 4 fonctions dépendant respectivement des 3 coordonnées de l'espace et du temps. Les solutions de cette équation sont des ondes planes qui se propagent à la vitesse de la lumière, soit de l'origine vers l'infini, soit de l'infini vers l'origine. Le temps qu'elles mettent pour se propager entre les points M et P vaut alors MP sur C égale à grand R sur C, grand R étant MP. Dans le cas de l'équation d'onde avec second membre, celle-ci est résolue de deux manières, soit en superposant les potentiels et en tenant compte du retard de propagation entre le point d'observation P et les points M, où elles avaient été créées, soit en déterminant la fonction de Green caractérisant ces équations. La superposition des potentiels est basée sur l'expression du potentiel scalaire d'une charge électrique qui tient compte du retard de propagation entre les points où cette charge est apparue et celui où l'onde créée par cette charge est observée. D'où l'expression du potentiel scalaire pour une distribution volumique de charge quand les charges leur nombre devient infiniment grand. Ce potentiel scalaire est égal à l'intégrale triple de la distribution volumique de charge multiplié par l'élément de volume dV, et puis divisé aussi par 1 sur 4pi epsilon 0. Voilà. Alors, cette méthode permet de calculer le potentiel, aussi de calculer le potentiel vecteur à partir de la loi de Biot-Savart, qui est dB égale mu0 sur 4pi idéal vectoriel U sur R2 avec U égale grand R sur R. Le rotationnel étant exprimé en coordonnées cartésiennes, on obtient le potentiel vecteur pour une distribution superficielle de courant. Et également,
ce potentiel vecteur peut s'exprimer sous forme d'une intégrale de volume sur la densité superficielle de courant, hein, et puis qui s'écrit mu0 sur 4pi, somme triple sur le volume de J sur R-R0 dV. Voilà. La technique des fonctions de Green s'appuie sur les bases du traitement du signal consistant à déterminer la fonction de Green en tant que réponse impulsionnelle de l'équation d'onde. Ensuite, les potentiels sont obtenus par convolution de la fonction de Green et de l'excitation exprimée par le second membre de l'équation d'onde. Cette méthode donne les mêmes résultats que la technique de superposition des potentiels. Et là, à savoir, nous avons deux intégrales triples, une qui exprime le potentiel vecteur A et l'autre le potentiel scalaire phi. Remarquez une chose qui a son importance, on peut passer de l'une à l'autre des intégrales. Ici, si on veut par exemple obtenir phi en considérant l'expression du potentiel vecteur A, eh bien, il suffit de remplacer mu0 par 1 sur epsilon 0 et j par ρ. Tout le reste demeure. En conclusion, les expressions qui sont utiles pour l'étude des antennes sont A, B, phi et E. Alors, le potentiel vecteur exprimé sous forme d'une intégrale triple va nous permettre de le champ d'induction magnétique puis le champ magnétique, sachant que B est égal à rotationnel de A. Le potentiel scalaire peut également être déterminé en résolvant l'équation qui exprime la condition de Lorentz, divergence A plus 1 sur C2 d phi sur dt. Ou bien en utilisant directement l'expression du potentiel scalaire qui est phi, l'intégrale triple sur le volume V de la distribution volumique de charge. Connaissant maintenant les potentiels phi et A, eh bien, il est possible de déterminer le champ électrique E. Je vous remercie de votre attention.